Bilan des marchés obligataires pour entamer cette émission avec Nicolas Leprince, à nos côtés en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. On parle régulièrement, et c'est ce qui fait l'intérêt de ces discussions, de pouvoir suivre un petit peu avec vous l'évolution des marchés obligataires. On a l'impression que la dynamique a changé. Si on prend comme référence le marché obligataire américain, on a atteint un point haut quasiment à 3,50 sur le 10 ans américain à l'occasion du dernier meeting de la Réserve fédérale américaine qui se tenait mi-juin. Et puis depuis, le sens a changé. C'est-à-dire que le sens n'est plus la hausse des rendements obligataires, mais plutôt la baisse, en tout cas une baisse qu'on constate sur quelques semaines. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Nicolas ? Et si oui, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui explique le renversement de dynamique, peut-être, du marché obligataire américain ? Alors, oui, on a connu des volatilités extrêmement fortes sur les taux d'intérêt américains, sur les taux d'intérêt européens. Si on prend depuis début juin, les taux d'intérêt européens ont monté de 70 points de base entre début juin et mi-juin, et ont rebaissé de 70 points de base. Donc on est sur des volatilités qui sont assez extraordinaires. Si on regarde les volatilités implicites du marché des options sur la dette allemande, on a fait des plus hauts historiques sur les 15 dernières années. C'est-à-dire qu'on est plus haut que pendant le Covid, on est plus haut que la crise de 2011 en termes de volatilité implicite. Ça, pour les marchés d'actifs risqués, c'est pas bon. Sur les taux d'intérêt, ça a des conséquences, bien sûr. Ça, au final, sur un mois et demi, ça bouge pas. Au final, ça bouge pas sur un mois et demi. Mais sur les classes d'actifs risqués, à partir du moment où on a beaucoup de volatilité sur les taux, ça n'incite pas à prendre du risque. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés d'actifs risqués, notamment les marchés de crédit. Si on prend un indice de crédit synthétique européen, il a pris 200 BP. Il est passé de 420 à 620 en un mois, pratiquement en ligne droite. Tout ça, c'est passé sur des craintes de récession. C'est-à-dire que là où le discours était 100% focus sur l'inflation début juin, et même depuis le début de l'année, on est passé sur des craintes de récession beaucoup plus importantes. Ça s'est fait en séquence. On prend le comité du FOMC de mai, la Fed nous dit que l'économie américaine est forte. Si on prend le comité de politique monétaire de juin, elle nous dit qu'elle est résiliente. Aujourd'hui, depuis que Powell est allé devant le Congrès américain, ou alors même à Sintra au Portugal récemment, on est sur une ouverture, sur une possibilité de récession aux États-Unis. Ouais. On a vraiment un changement du côté des banquiers centraux. Et le marché obligataire, d'une certaine manière, pivote en anticipation d'un nouveau pivot des banques centrales et de la Fed. Parce que j'entends bien effectivement que la Fed, dans le qualificatif qu'elle fait de la croissance aux États-Unis, est en train de réduire un petit peu son enthousiasme. On va dire ça comme ça. Mais j'entends aussi Jérôme Powell la semaine dernière, vous l'avez dit à Sintra, oui, la récession est une possibilité non voulue, mais parallèlement à ça, Jérôme Powell confirme que la Fed est engagée dans une lutte inconditionnelle, toujours, contre l'inflation. Alors, de ce côté-là, je ne vais pas dire qu'il a gagné, mais quand on regarde les forwards long terme sur l'inflation aux États-Unis, on est de retour sur des niveaux qui sont crédibles. C'est-à-dire qu'on est à 2,5 de pricing d'inflation au-delà des 2 prochaines années, qui sont des années où on aura des effets de base toujours importants, des effets de matières premières. La crédibilité, elle est forte. Donc, il renforce ce message de crédibilité, ce que les marchés, je pense, vont apprécier au fur et à mesure du temps. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est sur l'évolution des taux d'intérêt. Oui, sur la partie longue, on calme l'inflation, on a des risques de récession plus importants. Sur les parties courtes de courbe de taux, il nous semble qu'ils vont quand même être obligés de délivrer les hausses de taux. Ouais. Pardon. Si on prend ce que veulent faire les banquiers centraux, c'est resserrer les conditions de financement de l'économie. C'est exactement ce qui se passe. On voit les taux de mortgage aux États-Unis qui montent, les taux d'intérêt qui globalement sont quand même beaucoup plus hauts. Et de ce côté-là, les banquiers centraux ne vont pas accepter que les conditions financières rebaissent ou soient beaucoup plus accommodantes. Donc c'est-à-dire que les 135 BP de hausse de taux qui sont pricés par la BCE ou les 170 qu'on a d'ici à la fin de l'année par la Banque centrale américaine, c'est quelque chose qui nous semble plutôt certain aujourd'hui. Les taux longs baissent peut-être un petit peu plus, mais ce qui est toujours embêtant pour nous sur les taux d'intérêt, c'est qu'on avait des sources d'accommodation monétaire de long terme qui sont en train de s'évanouir sur les taux d'intérêt. Et ce qui, pour nous, devrait empêcher les taux d'intérêt de baisser trop. On avait la Banque centrale du Japon. Oui. Pour l'instant, n'a pas pivoté. Non. Il y a eu des attaques, mais on voit qu'elle a été extrêmement ferme. Très clairement, quand on voit l'inflation en dehors des prix des matières, ce qu'ils appellent fresh food, c'est l'inflation qu'ils regardent au Japon, ça a quand même tendance à beaucoup monter. Donc on peut quand même s'attendre à un pivot dans les 6 prochains mois du côté de la Banque du Japon. On a la Banque centrale de Suisse aussi, qui était un pivot, une espèce d'encre d'accommodation qui a craqué, qui a monté ses taux de 50 points de base. Ils n'ont même pas 2% d'inflation en Suisse. Hein. Non, mais voilà. Et on prend des économies qui sont peut-être plus anecdotiques, mais vous prenez la Pologne. La Pologne, elle a des indicateurs d'activité qui sont
en récession, en contraction. Vous prenez des PMI en Pologne, on est à 44, on était à 55 en début d'année. C'est un peu ce qu'on va avoir sur les pays développés, certainement. Mais la Pologne continue à monter ses taux. Ils ont monté leur taux de 600 points de base depuis le début de l'année. Donc de ce côté-là, il y a des encres d'accommodation ou des réactions de banque centrale qui sont quand même assez différentes. Ouais. Qu'est-ce qui fera pivoter la Fed dans l'autre sens, j'entends, qui permettra à la Fed d'adoucir un petit peu son discours, ce qui est difficilement visible quand même aujourd'hui, Nicolas. Alors, sur l'inflation, elle a changé sa façon de regarder l'inflation maintenant. Elle veut regarder beaucoup plus l'inflation globale. Oui. Il nous dit qu'il ne faut pas faire dans le détail, Jérôme Powell. Ouais. Il dit, oui, mais c'est quand même un peu... Ça interroge quand même sur la substance qu'on met derrière ce qui guide la politique monétaire américaine aujourd'hui, Nicolas. Ouais, on a l'impression qu'ils sont très data-dependent, ils sont très liés aussi aux politiques. On sait qu'il y a des midterms qui arrivent, on sait qu'il faut... le principal sujet de préoccupation des ménages américains, c'est l'inflation. On le voit que ce qu'on appelle la capacité à acheter des biens est obérée énormément par les hausses de taux. Tout ça, c'est des choses qui sont quand même extrêmement regardées. Nous, on reste plutôt d'avis que le point de vue des économistes, regarder l'inflation core, c'est quand même ce qui est le plus important. On verra dans le prochain chiffre de CPI aux États-Unis, mais a priori, l'inflation core ne devrait plus continuer à monter et peut-être amener un peu plus d'accommodation du côté des banquiers centraux. Et donc, au fur et à mesure des prochains mois, oui, la Fed aura quand même des arguments. Alors, pour délivrer ce qui est anticipé par le marché, ce que la Fed a signalé en matière de budget de resserrement de sa politique monétaire, mais sans aller au-delà de ce qui est prévu aujourd'hui. Oui, voilà, les marchés financiers qui priceaient un taux terminal autour des 4% il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est autour des 3,10, 3,20. Donc on est sur un marché qui est relativement logique. Ce qui est plutôt agréable en ce moment pour un gérant de portefeuille, globalement, c'est qu'on a certains risques extrêmes qui diminuent et des corrélations qui changent. Je m'explique. Les risques extrêmes pour nous, c'était en effet... On ne sait pas comment on va réagir ou quel est le maximum de retrait d'accommodation qu'on aura du côté des banquiers centraux. De ce côté-là, on sent qu'ils prennent plus en compte le côté croissance, la baisse du taux terminal est quelque chose qui nous aide un petit peu dans les portefeuilles à avoir un petit peu plus de lecture sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que le tail risk, si vous voulez, le risque extrême de taux qui explose, pour nous, plutôt diminuer. Le deuxième risque extrême qui était plutôt localisé en zone euro, c'était le risque sur l'Italie, sur la fragmentation. Et de ce côté-là, on trouve que ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne est plutôt un très bon point. Il semble très volontaire. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails. Non, aucun. Très peu. Non, mais très peu. Très peu. Le 21 juillet sera un meeting important de ce point de vue-là, parce que Lagarde l'a promis, les détails seront délivrés. Entre les banquiers centraux qui sont peut-être au max, au Kirchnes, et des outils de fragmentation, sont des risques extrêmes qui s'éloignent dans les marchés financiers. Ce qui ramène aussi une corrélation dans les portefeuilles qui est assez intéressante. Quand on regarde en fait la corrélation entre les taux d'intérêt, la performance des taux d'intérêt et la performance des actifs risqués, ce qui a fait extrêmement mal depuis le début de l'année, c'est que dans un portefeuille diversifié, vous n'aviez pas la possibilité de couvrir. Pas de refuge. Il n'y avait pas de refuge. Pas d'actifs sans risque. Exactement. En fait, quand on regarde dans l'histoire cette corrélation, elle fonctionne par paliers. À partir du moment où vous avez des anticipations d'inflation qui sont au-delà de 2,5, aux États-Unis notamment, vous avez des corrélations qui sont positives. C'est-à-dire que vous avez des actifs risqués qui baissent et des performances des taux d'intérêt qui baissent. Donc vous n'avez pas de corrélation qui vous aide dans les portefeuilles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer. Les anticipations d'inflation sont rentrées dans leur boîte d'une certaine manière. Tout à fait, c'est ce que je disais. Et ça permet un fonctionnement plus équilibré des marchés. Exactement, ce qui permet dans les portefeuilles d'avoir des choses plus équilibrées qui, nous incitent plutôt à avoir des taux longs de façon modérée, puisqu'il y a quand même des sources d'accommodation qui disparaissent pour nous de façon j'entends. Mais au moins dans les portefeuilles diversifiés qui nous incitent à reprendre un petit peu plus d'obligataires ou de ne plus être vendeurs vraiment de façon très agressive. Mais et ça crée quand même une différence importante, effectivement, pour des fonds diversifiés. Et à ce titre, le second semestre ne sera pas totalement le même que le premier semestre. Il y aura des actifs sans risque et des alternatives, en tout cas en relatif, plus intéressantes pour les investisseurs. Les taux d'intérêt en sont une expression. Ça a bien fonctionné ces dernières semaines, c'est depuis le 15 juin. Le change, on va dire être vendeur de devises commodities, par exemple, c'est des choses qui protègent bien des portefeuilles en ce moment. Donc on sent qu'on retrouve des axes de corrélation négatifs qui permettent de protéger les portefeuilles ici, qui rend un gérant un peu moins sombre dans sa gestion. Le constat qu'on dresse sur le marché obligataire, c'est encore une fois, c'est bien l'obligataire souverain qui offre une alternative aujourd'hui. C'est pas encore le cas
pour la classe d'actifs risqués Non. qu'est le crédit. Non. On a vu le mois de juin, à partir de mi-juin, vous savez qu'il y a des effets de fin de trimestre sur le bilan des banques qui font que la liquidité s'assèche au niveau du bilan des banques. Et puis un trader qui veut acheter un papier ou augmenter la taille de son bilan. On pensait qu'à partir de début juillet, ça allait être mieux. C'est pas forcément beaucoup mieux. C'est un peu mieux sur certaines zones du marché du crédit. Donc il est encore temps d'être prudent, parce qu'on n'a pas vu de capitulation extrêmement forte sur le marché du crédit, même si on a vu des mouvements très violents. Sur le long terme, les points d'entrée ne sont quand même pas si mauvais que ça, quand on voit des pricing de risque de défaut qui sont aux alentours des 40% ou plus de 40% sur les marchés du crédit spéculatif européen sur les 5 prochaines années. Merci beaucoup Nicolas pour cette radioscopie du marché obligataire. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.